C'est une des erreurs judiciaires les plus connues de France. Un homme qui se bat en vain pour clamer son innocence. Alors la justice finira-t-elle par lui donner raison? 35 ans d'une lutte acharnée. De son arrestation pour un double meurtre à sa réparation financière pour une condamnation injuste, Roland Agré n'a jamais cessé de se battre. Je savais que j'engageais ma vie, c'est clair. Ou je gagne ou j'en crève. Grève de la faim, automutilation, Roland Agré ne s'est rien épargné pour parvenir à obtenir la révision de son procès. Pendant tout ce temps, il a pu compter sur le soutien de sa femme, présente à tous les instants de sa lutte. Je portais son doigt dans un bocal dans mon sac pour aller jusqu'au ministère. On vivait l'horreur, on était dans l'inhumain. L'histoire d'un homme rageur, résolu à obtenir justice coûte que coûte, au point de mettre sa vie en jeu. Un petit sentier dans la garrigue à Ortou, près de Nîmes. À première vue, un lieu paisible. Le 10 novembre 1970, comme chaque après-midi, Gérard Boudon se promène sur ce chemin situé en bordure de la départementale. Il a remarqué la présence inhabituelle de plusieurs gendarmes à quelques mètres de là. Tout doucement, avec mon chien, j'allais directement à la route pour regagner le village. Et c'est là que j'ai vu ce bras qui sortait des buis. J'avais vu l'attroupement de tous les gendarmes. Et c'est là que je leur ai dit, je viens de trouver un cadavre. Ils me disent, mais oui, mais il y en a un là. Ah ben alors j'ai dit, il y en a deux alors. 2 corps criblés de balles et lardés de coups de couteau. Ces 2 hommes sont rapidement identifiés. Ils s'appellent André Borel et Jean Moreno. L'un est un garagiste nîmois, l'autre est son employé. Borel, c'est un petit notable, gentiment escroc, mais pas trop, qui est un peu repéré de la police, mais pas trop, qui vend de la voiture d'occasion, qui fait un peu des petits trafics, des petits machins, mais qui est pas, on n'est pas a priori dans le grand banditisme. Pour les policiers, il apparaît que ça peut être un règlement de compte entre petits truands, vous voyez, sans beaucoup d'importance. Pour élucider ce double meurtre, les enquêteurs s'intéressent notamment aux fréquentations d'André Borel. Il était su dans Nîmes et dans un certain milieu qu'il existait une rivalité entre Borel et un certain Roland Agré. Roland Agré n'est pas inconnu à Nîmes. En 1968, il a été condamné à 1 an de prison pour falsification de chèques. Selon lui, une erreur de jeunesse. J'allais chercher ma frime dans les bars. Puis dans les bars, on rencontre quoi? On rencontre des petits voyous, des truhaillons, des guables, de tout, des gros truands et tout. Puis là, j'étais embarqué dans cette histoire de chèque complètement stupide, quoi. Mais surtout, pour les enquêteurs, Roland Agré pourrait avoir un mobile pour le meurtre du garagiste. Quelque temps après sa sortie de prison, André Borel l'a engagé au garage de la Camargue. Je me suis aperçu quand même que se passait beaucoup de choses dans ce garage. Des gens qui allaient, qui venaient, des armes qui circulaient, des enjoliveurs de voitures qui étaient démontés, donc il y avait plein de trucs très louches. Alors, en octobre 1970, Roland Agré quitte le garage. Il ne part pas seul, mais avec Odile Boissonnet, la compagne d'André Borel. Ruinée par cet homme, cette riche héritière a demandé à Roland Agré de l'aider à fuir. Elle souhaite être conduite chez son oncle, qui est avocat, pour déposer plainte. Lorsque les corps sont retrouvés, Roland Agré est en compagnie d'Odile Boissonnet. Je suis au Gros du Roi, chez des amis, les Allards, qui sont des pêcheurs, chez lesquels nous sommes hébergés. Et la police arrive l'après-midi, 3 inspecteurs de police qui viennent m'arrêter. Ils m'apprennent que Borel et une autre personne que je ne connais pas ont été assassinés. Lors de son arrestation, Roland Agré est en possession d'une arme qu'il dit avoir achetée pour se protéger d'André Borel. Le calibre correspond à celui de l'arme utilisée pour le double meurtre. Roland Agré est donc placé en garde à vue et interrogé sur sa relation avec Odile Boissonnet. Ils ont monté un scénario complètement
fous. Ils disent que je suis l'amant d'Odile Boissonnet, ils disent que j'en veux à sa fortune, etc. Roland Agré est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes pour port et détention illicite d'armes. Mais l'expertise balistique a démontré que son arme fonctionnait très mal. Elle n'est donc pas celle qui a servi à tuer les deux hommes. Rien ne permet de le mettre en cause dans l'affaire du double meurtre. Pendant ce temps, l'instruction se poursuit. Pour pouvoir se défendre des accusations qui sont portées contre lui, Roland Agré a besoin d'accéder au dossier. Il demande alors son inculpation dans cette affaire. Je suis pas trop inquiet, d'abord j'ai rien fait. Et moi, vous savez, à l'époque, on me parlait de la justice, bon, tu n'as rien fait, elle ne pourra jamais te condamner. Donc j'étais pour payer port d'armes, et puis j'ai dit, bon, je verrai après, et puis jamais je pensais que ça pourrait aller aussi loin. Roland Agré espère bénéficier d'un non-lieu dans l'enquête sur les meurtres de Borel et Moreno et échapper ainsi à une comparution devant la cour d'assises. Mais 5 mois plus tard, cette affaire va connaître un rebondissement plutôt défavorable à Roland Agré. Dans cette affaire, les policiers reçoivent de nouvelles révélations d'une manière inattendue. En avril 1971, des policiers nîmois effectuent des contrôles routiers. Ils sont à la recherche d'une voiture volée. Ils parviennent à la repérer et interpellent le conducteur. L'homme s'appelle Antoine Santelli. Il a un casier judiciaire bien rempli et dans sa voiture, les policiers découvrent de nombreuses armes. Antoine Santelli est placé en garde à vue. Il reconnaît plusieurs cambriolages commis dans la région avec un complice, Antoine Ritter. Mais ses aveux ne s'arrêtent pas là. Spontanément, il va déclarer être l'auteur avec Ritter des meurtres de Borel et de Moreno, et il va déclarer qu'il a agi à la demande de Roland Agré. Selon Antoine Santelli, Roland Agré serait le commanditaire de ce double meurtre. Devant les enquêteurs, il raconte alors sa version des faits. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, il dit s'être rendu avec Ritter au garage de la Camargue. Ils annoncent à Borel qu'ils sont venus le chercher, car ils ont retrouvé Roland Agré et Odile Boissonnet. Borel les suit et monte dans la voiture. Après plusieurs kilomètres, le véhicule s'arrête. Santelli et Ritter ont garé leur voiture dans un coin désert et l'ont dit voilà, la voiture est en panne au bout du chemin. Borel y est allé et Santelli a sorti un pistolet et a tiré sur Borel. Antoine Ritter lui assène plusieurs coups de couteau. Le corps est abandonné sur place, mais Santelli et Ritter se rendent compte qu'un homme les a vus partir avec Borel. Jean Moreno somnolait sur le canapé lors de leur passage. Santelli et Ritter décident donc de retourner au garage. Ils réveillent Moreno et lui demandent de les suivre. Ils l'ont emmené sur place et le malheureux, il a subi le même sort que Borel. Santelli explique que le meurtre a été commandité le jour même. Lui et Ritter auraient rencontré Agré dans un bar à Nîmes. Puis alors qu'il le raccompagnait en voiture, au Gros du Roi, Santelli aurait évoqué les rivalités opposant Agré à Borel. Il aurait alors proposé à Agré de supprimer le garagiste. Roland Agré aurait accepté et promis en échange 100 000 francs au tueur. Entendu à son tour par la police, Roland Agré conteste ces accusations. Il reconnaît qu'il a bien rencontré Santelli et Ritter et que les deux hommes lui auraient fait une étonnante confidence. Et là, ils me disent un truc surprenant. Ils me disent, Borel voulait nous payer pour te tuer. Donc ça, je savais que Borel, il avait toute une équipe avec lui, c'était pas pour m'offrir des fleurs. Et il dit, mais nous, on n'est pas du tout d'accord parce qu'il nous prend pour des couillons, etc. Enfin, nous, on ne veut pas rentrer dans ces histoires-là. Et d'ailleurs, si tu es d'accord, on va les déposer. On va déposer au commissariat pour dire que Borel voulait nous payer, mais qu'on sortir de l'affaire, etc. Ritter et Santelli lui auraient tendu un guet-apens dans la voiture.
Ritter sort un 765 qui me braque. Santelli arrête la voiture, fait le tour, ouvre la porte, me tord le bras et tout, et me vide mes poches. Si Roland Agré dément être le commanditaire du double meurtre, les aveux de Santelli sont accablants pour lui. Santelli et Ritter sont inculpés pour le double assassinat. Roland Agré est renvoyé devant la justice pour complicité. En février 1973, le procès des 3 hommes s'ouvre devant la cour d'assises du Gard à Nîmes. Roland Agré encourt une lourde peine. Systématiquement, sur des inculpations d'assassinat, les avocats généraux en cour d'assises réclamaient la peine capitale. Donc effectivement, les 3 étaient susceptibles d'encourir la peine capitale. Pour obtenir l'acquittement de leur client, les avocats de Roland Agré lui conseillent alors de se montrer discret. Roland, qui était donc un être insouciant sur cette affaire, ne se défendait pas. Au cours des débats, Antoine Santelli réitère ses accusations contre Roland Agré. Puis il revient sur ses déclarations pour l'innocenter. Je me souviens que brutalement, il s'était levé en disant « Je vais dire enfin la vérité ». Je vais dire enfin la vérité, et sa vérité, c'était qu'il avait menti jusque-là, et que Roland Agré n'était absolument pour rien dans l'assassinat des 2 hommes. Ces rétractations laissent l'avocat général perplexe. Il interroge Antoine Santelli. À quel moment dites-vous la vérité? Comment voulez-vous que nous puissions choisir parmi toutes vos versions celle qui est vraie et celle qui est fausse? Au total, Santelli livre 19 versions différentes du double meurtre, ce qui a pu aussi semer le doute dans l'esprit de la cour et des jurés. Après 3 jours de débat, les 3 hommes sont reconnus coupables. Antoine Santelli est condamné à mort, donc il y a un brouhaha terrible dans la salle. Ensuite arrive Ritter, il est condamné à perpétuité, ses frères se mettent à hurler. Et quand arrive Roland, je n'entends pas la condamnation. Donc on est obligé de me le dire. Et là, c'est un choc épouvantable. Je me retrouve condamné à 15 ans et là, je prends toutes les misères du monde sur la tête, quoi. Je sais plus où j'habite. Roland Agré est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes. C'est le commencement d'un long combat. Derrière les murs de sa prison, il va se battre pour clamer son innocence, dans l'espoir de retrouver sa liberté. Dès son retour en détention, Roland Agré s'agite. Il exprime son innocence dans de nombreux courriers adressés au garde des Sceaux et depuis sa cellule, il crie qu'il n'est pour rien dans cette affaire. J'attends la cassation, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'appel. J'attends la révision de procès, j'attends, mais entre-temps, je me bagarre. Il en veut à la terre entière. En gros, et ça a été quelque chose qui l'animait très longtemps, c'est un peu cette rage contre le monde en général. 3 mois après sa condamnation, son pourvoi en cassation est rejeté. Roland Agré accuse le coup. Mais il continue à protester en avalant des manches de fourchette. Il entame aussi plusieurs grèves de la faim. Pour lui, mettre sa vie en danger est désormais le seul moyen de se faire entendre. Quand j'apprends qu'il avale des manches de fourchette ou qu'il se met en grève de la faim en ayant avalé des fourchettes, il faut absolument que j'agisse. Je ne peux pas le laisser détenu au fond de sa cellule, anonyme, avec un numéro et dans cet état-là, c'est pas possible. Ensemble, ils mettent en place une stratégie pour faire connaître l'affaire. Marie-Jo monte un dossier et fait le tour des rédactions pour sensibiliser les journalistes à la cause de son mari. Elle leur fait part de ses actions en prison afin d'alimenter d'éventuels articles. Elle le tient ensuite informé de chacune de ses rencontres lors de leurs entretiens au parloir.
C'est un chef de guerre, je dis. Il était très organisé, il écrivait beaucoup. Quand on se voyait au parloir, c'était pas du tout des parloirs romantiques, c'était notes, il faut faire ci, il faut faire ça. Si j'ai pas Marie-Jo, je suis mort en prison, c'est tout à fait clair. Parce que si j'ai pas Marie-Jo qui relaie ma voix, sans elle, l'affaire Agré, elle était finie, ça. Elle aurait même jamais commencé. Un comité de soutien est créé. Il réunit de nombreux intellectuels, entre autres le philosophe Michel Foucault et l'écrivain Claude Mauriac. Pendant ce temps en prison, Roland Agré, qui clame qu'il est condamné à tort, refuse de se plier aux règles. Une attitude qui lui confère une certaine notoriété. Ses actes de protestation sont bien connus, mais ils dérangent, à tel point que Roland Agré, à cause de sa conduite, est fréquemment transféré d'une prison à une autre. Chaque fois qu'il arrivait dans une prison, on disait « Merde, Agré arrive ». Tu vois, parce que c'était un type, c'est extraordinaire. Ce type était en prison en disant « Je ne dois pas y être ». Et même celui qui l'a accusé lors du procès va se mettre à clamer son innocence. Antoine Santelli écrit aux avocats de Roland Agré. J'ai été destinataire de 2 courriers de Santelli. 2 courriers de Santelli qui innocentaient Roland Agré, mais dont il m'apparaissait qu'il le faisait de façon beaucoup plus convaincante. Les avocats voient là un élément nouveau dans le dossier et donc peut-être la possibilité d'obtenir la révision du procès. Ils saisissent le garde des Sceaux d'une demande de révision 9 mois après le verdict rendu à Nîmes. Mais la requête est rejetée, un nouveau revers. Roland Agré a alors une idée en tête pour se montrer. En avril 1975, il parvient à attirer l'attention des médias en montant sur le toit de la prison de Nîmes. Une action parfaitement calculée. Pendant plusieurs jours, Roland Agré est à l'affût de la moindre opportunité qui lui permettra de se hisser en haut du toit. Je me baladais avec de la ficelle sur moi, je dis, on ne sait jamais. Poche pleine de sucre, des cigarettes partout, briquets, tout ça. Il patiente jusqu'au jour où il se retrouve seul à attendre devant le bureau du directeur. Il remarque une fenêtre sans barreaux donnant sur le toit. Il s'y engouffre. 30 secondes, j'ai dû mettre pour y arriver. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je me trouve en haut du toit et en plus, il y avait une cloche. Et là, diding, diding, diding. France 3 l'a filmé. Donc c'était important qu'on le voie. Il n'y avait pas d'image de lui en détention. Cette fois-ci, il était filmé, photographié, etc. Et c'est là, franchement, que l'affaire a démarré vraiment sur le plan médiatique. Cette action fait parler de Roland Agré partout en France. Il a réussi à se rendre visible aux yeux du monde extérieur. Après 48 heures de négociation, il a également obtenu la garantie de voir son dossier examiné par la justice en vue d'une procédure en révision. Mais son attitude lui vaut aussi d'être puni par l'administration pénitentiaire. Considéré comme un détenu dangereux, Roland Agré est transféré au quartier de haute sécurité des Baumettes à Marseille. Malgré la promesse obtenue à Nîmes, rien ne bouge. En janvier 1976, le détenu va franchir une nouvelle étape pour parvenir à ses fins. Je dis maintenant, il faut vraiment faire la dernière action. Alors là, je savais que j'engageais ma vie, c'est clair. J'ai dit, je vais me mettre en grève de la faim, ou je gagne, ou j'en crève. Dehors, sa femme entame elle aussi une grève de la faim. Marie-Jo Agré mène un combat quotidien pour obtenir une réponse de la justice. Je ne pense qu'à sauver sa vie. Et pour sauver sa vie, il faut qu'il ait la révision, parce qu'il était déterminé à ce point-là. C'est-à-dire que c'était la révision ou mourir. Donc j'étais obligée de l'aider à ne pas mourir. Mais la justice met du temps à se décider. Roland Agré est transféré à l'hôpital prison des Baumettes, puis dans un hôpital marseillais
où il se retrouve seul dans une chambre placée sous perfusion. Les mois passent, il maigrit à vue d'œil, sa vue baisse, son état s'aggrave. Un médecin sollicité par son avocat va organiser une expertise afin d'évaluer son état de santé. Le rapport, adressé au président Valéry Giscard d'Estaing, conclut que Roland Agré est en danger de mort. Il faut donc agir très vite. Roland Agré est transféré en réanimation à l'hôpital de la Timone à Marseille. Quelques jours plus tard, il remarque une agitation inhabituelle autour de lui. J'entends taper, mais fort, fort au sas. Et là, je me retourne et je vois, comme ça, dans un brouillard, je vois les 2 flics qui me gardaient, qui me font signe, on s'en va. Et là, je dis, il se passe quelque chose, mais quoi, je ne sais même pas ce qui se passe. Et là, il y a le docteur Grandjean qui vient et qui m'apprend ma grâce. Valéry Giscard d'Estaing lui a accordé une grâce médicale. Roland Agré est libre. Mais après 1 an et 28 jours de grève de la faim, il pèse 47 kilos. Il doit rester à l'hôpital pour être soigné. 1 mois plus tard, lors d'une permission de sortie, Roland Agré fait sa première déclaration d'homme libre. Première réaction lorsqu'on est dans la rue. Mais lorsqu'on est dans la rue, je pourrais dire que j'éprouve un grand bonheur parce que j'amène Marie-Jo dans la mienne. Une joie vraiment profonde, mais enfin une douleur incoercible. Et je retiens un grand cri parce que j'ai vraiment pas lieu d'être satisfait. J'ai pas de merci à dire parce que on me doit mes 28 ans par exemple. Roland Agré ne pourra jamais rattraper les 7 ans passés en prison. Mais il estime que la justice doit lui restituer son honneur et le blanchir définitivement de cette accusation. Roland Agré veut donc obtenir à tout prix la révision de son procès. Un nouveau combat commence, celui de sa réhabilitation. Dès sa sortie d'hôpital, Roland Agré est obsédé par la révision de son procès. Il se retrouve en liberté, mais en liberté conditionnelle. Et cette situation ne le satisfait pas. Gracier, ça veut dire qu'un coupable a bénéficié d'une faveur d'un président. Or, moi, ce n'était pas du tout le cas. Je ne voulais pas que ma fille, je ne voulais pas que mon fils, leur père, on dise d'eux, ou même que mes amis, pour ceux qui m'avaient soutenu, je ne voulais pas qu'on dise bon, c'est le fils ou c'est l'ami d'un Gracier. Alors ça, ce n'était pas question. Nous avons eu notre fils Julien et au lieu de le calmer, ça a décuplé ses forces et on est reparti pour la révision. Et reparti pour la révision, ça a été le même combat. La procédure en révision est complexe. Pour l'obtenir, il faut qu'il y ait eu, depuis le procès, un élément nouveau permettant de remettre en cause la condamnation. Antoine Santelli, le meurtrier de Borel et Moreno et principal accusateur de Roland Agré, s'est rétracté à plusieurs reprises dans des courriers. Il a déclaré l'avoir faussement accusé pour couvrir une autre affaire criminelle. Il affirme aussi avoir demandé à son complice Antoine Ritter de charger Roland Agré. Mais cela n'a pas suffi à faire rouvrir le dossier. Alors, une plainte est déposée contre Santelli pour faux témoignages et subornation de témoins. L'avocat a eu dans l'idée de faire condamner ces faux témoins par un tribunal en disant les jurés, à l'époque, quand ils ont condamné Roland Agré, ont pris ces témoignages pour du vrai. Maintenant, il va y avoir un acte judiciaire qui dira c'est des faux témoignages. Mais le traitement de la plainte prend du temps. Bien que libre, Roland Agré ne supporte pas cette attente. Il recommence alors à faire des actions spectaculaires. Il s'empoisonne devant le ministère de la Justice. Une autre fois, devant le tribunal de Montpellier, il avale des manches de cuillère. Vous n'avez pas d'autre moyen d'accélérer ce rythme judiciaire trop lent qui était de s'auto-mutiler. Roland Agré veut absolument connaître l'avancée du traitement de son dossier.
Et pour cela, il va poser un ultimatum à la justice. Il va donner 5 jours au ministère pour obtenir une réponse. Sinon, je vais me couper un doigt. Tel jour, telle heure. Et là, le plus difficile dans ce genre d'action inhumaine, c'est le compte à rebours. Parce que je vous garantis, je ne suis pas Bertrand du Guesclin, je suis un homme comme tout le monde. Hein. Et là, quand vous vous réveillez le matin, vous dites c'est maintenant que ça se passe, croyez-moi, c'est dur, dur, dur. Hein. Vous avez préparé la planche à découper, le gros couteau, le petit bocal pour mettre votre doigt dedans, c'est l'enfer dans la tête. Hein. Une nouvelle fois, Roland Agré convoque la presse. Francis Zamponi, alors journaliste à FR3, assiste à la scène. Il voulait que les journalistes y assistent, mais pas qu'ils aient le temps de lui prendre la main en lui disant non, ne fais pas ça, ou d'appeler les secours. Donc il fallait que ce soit un geste surprenant et spectaculaire, ça l'était, oui, effectivement. J'ai pris un couteau qui est là, parce que on a dû me prévenir qu'on ferait tout pour m'empêcher de le faire. Alors, je l'ai fait avec une heure d'avance. Le doigt, conservé dans un bocal, est ensuite transporté place Vendôme à Paris. Seul moyen aux yeux d'Agré de mettre la pression sur la chancellerie et parvenir ainsi à la révision. Je portais son doigt dans un bocal dans mon sac pour aller jusqu'au ministère. On vivait l'horreur, on était dans l'inhumain. Après cette action, 1 mois et demi plus tard, Antoine Santelli est jugé à Nîmes devant le tribunal correctionnel. Sans surprise, il est condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 1 franc de dommages et intérêts pour faux témoignages et subornation de témoins. Une audience un peu symbolique, puisque Santelli avait reconnu avoir fait défaut, avoir poussé l'autre témoin à déposer contre Agré. Bon, il fallait, tout le monde en était conscient, c'était simplement, il fallait qu'il y ait un jugement rendu pour qu'on puisse dire, voilà, un fait nouveau incontestable, il y a une décision de justice. Un fait nouveau indispensable au combat de Roland Agré. Sa requête aboutit à la Cour de cassation. Mais là encore, des semaines s'écoulent. Alors Roland Agré décide de s'amputer un second doigt. Lorsqu'il passe à l'action, il est dans un hôtel parisien, non loin du ministère. Et dans la chambre, j'avais plus le choix, il fallait que je le fasse là vite fait. Et vite fait, sur la table de l'hôtel, j'ai sorti l'attirail et voilà. Alors j'ai fait un pansement vite fait, j'avais des pansements compressifs comme j'ai pu, etc. Beaucoup de sparadrap autour, enfin. Comme la première fois, il apporte dans la foulée le doigt au garde des Sceaux. Toujours sous l'œil des caméras et des photographes. Je leur avais promis, j'avais dit, si rien ne se passe sous 15 jours, je reviens et je me coule la bouche. Et là, une semaine après, la commission des révisions donc, a accepté mon dossier, l'a transmis à la chambre criminelle. 1 mois plus tard, lors d'une audience publique devant la Cour de révision, la condamnation de Roland Agré est annulée. La Cour ordonne la tenue d'un nouveau procès, une décision rarissime, la 3e depuis 1945. Il a obtenu sa révision de procès. Et là, il s'est mis à faire, comme il a toujours fait d'ailleurs, une fête incroyable, quoi. Il était, ce jour-là en particulier, il était heureux, hein, vraiment. Là, c'est peut-être le seul moment où j'ai dit, ça y est, là, c'est une victoire, parce que c'était l'aboutissement de quelque chose. Le procès en révision s'ouvre en avril 1985 devant la cour d'assises du Rhône à Lyon. Lors de cette audience, Roland Agré a une attitude aux antipodes de celle de son premier procès 12 ans plus tôt. C'est un homme déterminé qui s'est battu pour obtenir cette nouvelle audience. C'était plus le jeune homme tout calme qui avait bien appris sa leçon au premier procès, pas du tout. Il se défendait lui-même, il était extraordinaire, c'était quelqu'un de brillant, il avait tout
tout pour convaincre. Et Agré ne faisait pas qu'invectiver, il avait étudié son dossier. Donc quand il y avait quelque chose d'incomplet, il ne manquait pas de le dire. Pas toujours avec adresse, pas comme l'aurait fait un avocat, parce que c'est pas son métier, mais il le soulignait. Donc les contradictions qu'il y avait pu y avoir dans les dépositions sont apparues à l'audience. 3 jours plus tard, au cours d'un procès où il s'est défendu seul, Roland Agré a pu exprimer son innocence et être écouté. Roland Agré est acquitté. C'est justice, simplement, c'est justice. Et, bon, évidemment, c'est une grande victoire que j'apporte à ceux qui m'ont soutenu, à mon fils, à mes parents, mais évidemment, sur un plan personnel, c'est une grande défaite pour moi, parce que je peux plus retourner la tête, voir les 15 ans que j'ai passés, mais j'ai une chance quand même, c'est que je suis sans haine, et ça c'est important pour moi. Pour Marie-Jo, son épouse, son plus fidèle soutien, cet acquittement est le point final de plus de 10 ans d'une lutte acharnée. Toutes ces années avaient été trop dures et on ne pouvait pas subitement exploser de joie parce que la justice avait enfin dit oui, avait enfin reconnu l'innocence. Après tout ça, non, non, non. Je pense qu'il n'y avait pas la place à une joie débordante. Il y avait surtout un gros soulagement en disant « ça y est, c'est fini ». 12 ans après sa condamnation, après une grève de la faim, plusieurs automutilations, 7 ans de détention, Roland Agré est définitivement blanchi. 1 an plus tard, il reçoit 250 000 francs, près de 40 000 euros, pour les 18 mois de détention préventive qu'il a effectués entre 1970 et 1973, avant son procès. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, eh ben, il serait peut-être toujours en train de multiplier les mémoires devant la chambre d'accusation, de faire un recours devant la Cour européenne, parce que sinon la justice n'était pas du tout pressée, d'une part de reconnaître une erreur, d'autre part elle n'est pas pressée dans son fonctionnement, elle n'a pas le temps. Mais Roland Agré a encore un dernier combat. En plus de l'indemnité perçue après son procès en révision, il veut une réparation financière pour les 5 ans passés en détention après sa condamnation. Une demande légitime qu'il va une nouvelle fois arracher à la justice. Et comme à chacune de ses revendications, il décide de faire accélérer la procédure par une action spectaculaire. C'était à l'époque où Jacques Chirac avait dit si on dit non à l'Europe, on s'est tiré une balle dans le pied. Ben, j'ai dit je vais faire une lettre à Jacques Chirac, je vais lui dire que moi, c'est pas à propos de l'Europe, mais je vais me tirer vraiment une balle dans le pied par rapport à cette justice. 35 ans jour pour jour après la découverte des corps de Borel et Moreno, Roland Agré se tire une balle dans le pied, chez lui, sous les yeux de ses proches et ceux de journalistes. Il se rend dans la foulée au tribunal à Grenoble où la procédure est à l'étude. 2 semaines plus tard, après un rendez-vous à la chancellerie, le ministre de la Justice annonce publiquement que son indemnisation est un droit. Le montant est négocié, Roland Agré s'est engagé à ne jamais le divulguer. C'était une négociation avec avocats, ministère des Finances, etc. Et quand il y a eu une somme convenable, j'ai accepté, voilà. En juin 2006, 36 ans après le double crime, Roland Agré décide de tirer un trait définitif sur son affaire. Il brûle son dossier et jette l'arme avec laquelle il s'était tiré une balle dans le pied, dans le Rhône. Adieu. Toute une mise en scène lors d'une grande fête avec ses proches. Cette journée signe la fin du combat personnel de Roland Agré. C'est aussi le début d'un autre combat aux côtés de ceux qu'il considère comme lui, victimes d'erreurs judiciaires. C'est un empêcheur de juger facilement. C'est-à-dire, il va aller chercher, il va aller minuter, il va aller compter, il va les revoir, il va réécouter les témoignages, il va croiser les informations.
Dès qu'il y a un doute, il est là. Chaque fois qu'on fait acculer l'injustice, c'est un petit pas en avant. Chez lui, en Ardèche, avec Marie-Jo, il étudie les affaires pour lesquelles il a été sollicité par la famille des détenus ou des condamnés. Après une étude minutieuse des dossiers où il épluche les procès-verbaux, pointe les failles de l'enquête, sollicite des experts, il prend position et médiatise l'affaire. Ceux pour qui on se bat, ils ne doivent rien déjà pour commencer. Et en plus, c'est moi qui ai envie de leur dire merci parce que ça fait tellement plaisir de se bagarrer comme ça. C'est notre vengeance à nous, quoi. Après tant d'années à se battre pour obtenir justice, Roland Agré continue à traquer les erreurs judiciaires. Plus de 40 ans après le début de son affaire, il a retrouvé la sérénité dans un petit village en Ardèche. Et comme au premier jour de son combat, son épouse, Marie-Jo, est toujours à ses côtés. C'est une des rares erreurs sur laquelle la justice a fini par s'excuser. Un homme condamné puis emprisonné pendant des années. Mais le témoignage originel était-il réellement solide ? Deux fois, la justice s'est prononcée sur la culpabilité de Loïc Séché. Deux fois, Loïc Séché a été condamné à 16 ans de prison. Émilie, une adolescente de 13 ans, assure que Loïc Séché l'a violée. La jeune fille est jugée crédible, lui est forcément coupable. La justice était sûre d'elle, elle s'est trompée. Et la loi dit quand il y a un doute, on acquitte. On devait, à l'époque, l'acquitter au bénéfice du doute. On ne l'a pas fait. Et on a condamné un innocent. Émilie a menti. Loïc Séché ne l'a jamais violée. Lorsqu'elle revient sur ses accusations, Loïc Séché a déjà fait 7 ans de prison pour rien. J'ai passé 2650 jours de détention. Je veux que ma vie puisse se poser dans les meilleures conditions. Une vie brisée. Au terme d'une procédure exceptionnelle, la justice a fini par reconnaître son erreur. Pour la 7e fois en France, elle a révisé son jugement et innocenté un homme qu'elle avait condamné, Loïc Séché. En novembre 2000, une rumeur court dans ce collège du Maine-et-Loire. Émilie, une élève de 4e, serait victime d'agressions sexuelles. La collégienne de 13 ans se serait confiée à une amie, avertie, 2 de ses professeurs s'inquiètent. Les profs disent bon, on va convoquer Émilie, on va convoquer ses petites copines avec elle, et là, on va faire en sorte qu'Émilie puisse se confier à nous et nous dire vraiment ce qui se passe. Entre deux murmures, Émilie confirme avoir été agressée et violée à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois. La collégienne ne donne pas de nom, mais décrit sommairement son agresseur. Elle dessine le portrait d'un homme, de quelqu'un qui est célibataire, qui vivrait à proximité de chez ses parents, de quelqu'un que ses parents côtoieraient, de quelqu'un qui aurait eu des problèmes personnels récemment et qui pourrait d'ailleurs s'adonner un peu à la boisson. Émilie ne va pas plus loin dans ses révélations. Le collège alerte alors ses parents pour qu'ils viennent récupérer leur fille. Quand l'école nous appelle, Émilie est dans la même situation qu'une multitude d'autres fois, hein, en crise d'angoisse, et on descend à l'école pour aller la chercher. Et là, on apprend effectivement les choses qui sont en train de se passer, sans avoir de précision. Sous le choc, les parents se rendent à la brigade de gendarmerie. Mais Émilie n'est pas en état d'être entendue. L'audition de la victime supposée est remise à plus tard. Elle est toujours en crise d'angoisse. Quand c'est comme ça, elle s'endort. Et non, il n'est absolument pas possible de l'interroger ou de communiquer avec elle. Émilie ne sera entendue que 24 heures plus tard. Elle reste un peu sidérée chez elle pendant toute l'audition, à la fois de ses profs et de ses parents et de sa grande sœur. Donc en fait, les révélations lui échappent totalement. Les gendarmes demandent aux parents si quelqu'un dans leur entourage pourrait correspondre à la description donnée par Émilie à ses professeurs. Ils ne voient
qu'un seul homme. À la description, effectivement, il n'y a que Loïc Séché. D'ailleurs, Catherine, mon ex-épouse, a réagi exactement de la même façon. C'est vrai que la description était assez précise, elle était même très précise. Effectivement, il n'y a personne d'autre ne pouvait correspondre. Pourtant, à ce moment-là, Émilie n'a pas encore donné de nom. Alors, en rentrant chez eux, ses parents lui posent la question. Après des moments très douloureux, je lui demande « Mais est-ce que c'est Loïc Séché ?» Et là, elle dit oui. Loïc Séché est alors âgé de 40 ans. Célibataire, il habite à la Chapelle-Saint-Sauveur dans une ferme située à 1 km de la maison d'Émilie. Il cultive des terres et travaille en même temps dans un golf près de Nantes. Loïc connaît bien la famille de l'adolescente. Quelqu'un qui habitait à côté de chez nous et qui passait régulièrement jusqu'à un moment où il y a eu un peu plus pas de tension, mais où le comportement ne correspondait plus à ce qu'on attendait et que les distances ont été prises. En dépression, Loïc Séché aurait commencé à boire plus que de raison et aurait par moments un comportement graveleux en public. Interrogés, les parents d'Émilie repensent à une remarque de Loïc Séché sur leur fille. Loïc Séché dit « Oh, ben dis donc, elle a changé, c'est une vraie petite femme maintenant. » Ce qui, en milieu rural, est un compliment banal. Et bien, ça va être interprété comme il a des vues sur elle. Le lendemain, les gendarmes auditionnent Émilie. Dans sa déposition, l'adolescente accuse formellement Loïc Séché de l'avoir agressée sexuellement et violée à 3 reprises au cours de l'année 2000. Il lui aurait imposé des fellations, des actes qui se seraient produits dans la maison familiale en l'absence des parents. Des sévices impossibles à vérifier par un examen médical. Il n'y aura par exemple aucune description de pénétration vaginale, et pour cause, parce que dès le début de l'enquête, on lui fait subir l'examen d'usage, si je puis dire, en la matière, et qu'on constate qu'elle est vierge. Dans l'entourage d'Émilie, on prend très au sérieux ses déclarations, car depuis plusieurs mois, la jeune fille va mal. Son état s'est fortement dégradé quand son père, militaire, est revenu d'une mission au Kosovo. Ma fille, qui était enjouée avant mon départ au Kosovo, présente de graves troubles, beaucoup de crises d'angoisse. Et quand je reviens, elle présente aussi des symptômes d'anorexie. Une fois son père rentré à la maison, Émilie continue de dépérir. Alors quand surviennent les accusations de viol, ses proches pensent avoir trouvé l'origine de ses problèmes. Cette histoire, elle vient comme une réponse magique à l'ensemble des symptômes d'Émilie. Et pendant des années, cette histoire va être pour la famille, pour l'entourage, comme un espèce de catalyseur de tout ce qui ne va pas. Le mal-être d'Émilie accrédite donc ses déclarations sur un possible viol. Un seul homme semble correspondre, Loïc Séché. Avant même d'avoir été entendu, il fait déjà figure de coupable idéal. Les gendarmes se rendent au domicile du suspect dès le lendemain matin. Mais étrangement, ils n'interpellent pas Loïc Séché. Il apporte un papier, monsieur Séché, pourriez-vous passer à la brigade? Affaire vous concernant. Mais les gendarmes repartent. Et il leur dit même, écoutez, je dois aller aux acédiques à Ancenis, je profiterai donc de passer vous voir, et voilà, très bien, pas de souci. Loïc Séché se rend à la gendarmerie sans se douter de ce qui l'attend. À son arrivée, les gendarmes le placent en garde à vue, mais ne lui auraient pas indiqué. Pour quelle raison? On lui dit rien du tout. On l'interroge, il ne comprend pas. Et c'est un étonnement total. Alors, la technique qui consiste à ne pas tout dire au gardé à vue, oui, mais ce qui consisterait à ne même pas dire le pourquoi du placement en garde à vue, ça, c'est illégal. Mais les enquêteurs pensent avoir affaire au violeur décrit par Émilie. Loïc Séché correspond effectivement à la description donnée par la jeune fille. Un homme seul avec des problèmes personnels.
depuis quelques mois lui-même dépressif, parce qu'il a été licencié, parce que ça inclut qu'il picole un peu plus. Voilà, bon, donc on ne peut pas dire que ce soit le personnage du village au-dessus de tout soupçon, si vous voulez. Bon. Loïc Séché a également une réputation quelque peu sulfureuse. Il serait bisexuel, une orientation sexuelle qui pousse les gendarmes à lui poser des questions inattendues. Les gendarmes vont évoquer avec lui ses rêves, et en particulier ses fantasmes. Mais c'est une question ahurissante, comme si les gendarmes n'avaient pas de fantasmes. Et ça signe toute la bonne foi de Loïc Séché, il va répondre aux gendarmes. Et il va livrer un truc absolument incroyable, qui est un fantasme homosexuel. Et les autres en face vont se frotter les mains en disant « voilà, on tient un vrai pervers ». Au cours de la garde à vue, les gendarmes recueillent des témoignages dressant un portrait peu flatteur de Loïc Séché qui viennent conforter leurs soupçons. Il y a effectivement ce témoin qui raconte que un jour bourré, il lui aurait proposé, en termes relativement crus, qu'elle lui fasse une fellation. Des propos grivois que conteste Loïc Séché. Mais pour les gendarmes, c'est un élément supplémentaire qui accrédite le profil douteux du suspect. Après plusieurs heures d'audition, les gendarmes indiquent enfin à Loïc Séché les motifs de sa garde à vue. Lorsqu'il comprend pourquoi il est placé en garde à vue, Loïc Séché tombe des nues et immédiatement conteste. Et il n'aura de cesse que de contester du début à la fin de ce dossier. Devant le refus de Loïc Séché de passer aux aveux, les gendarmes affirment être en possession d'une preuve compromettante. Le gendarme lui dit, de toute manière, on a trouvé du sperme sur le jean de la petite. Loïc lui dit, écoutez, s'il y a du sperme sur le jean de la petite, je vous en prie, faites un ADN, un prélèvement. Et là, le flic le moque en lui disant, ADN, il ne sait même pas ce que ça veut dire, ADN. Ben oui, Loïc savait quand même ce que ça voulait dire, ADN. Et on fait un prélèvement, il se prête au prélèvement de salive, il a signé le papier, moi le papier, j'en ai une copie, etc. Il se prête au prélèvement de salive, et il n'aura jamais le résultat. Et pour cause, la tache de sperme évoquée par les gendarmes n'a jamais existé. Il s'agissait d'un stratagème pour déstabiliser Loïc Séché et le faire avouer. Malgré la pression, le garde à vue ne craque pas et conteste inlassablement les faits. À partir de ce moment-là, il nie tout. Quand on lui a commué une avocate d'office, cette personne vient et elle lui suggère de dire qu'il a fait l'acte, comme ça évitera de passer aux assises, passera en correctionnel. Réponse de Séché, je ne m'accuserai jamais de quelque chose que je n'ai pas fait. Après 36 heures de garde à vue, Loïc Séché est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Il est placé le soir même en détention provisoire à Nantes. 2 mois après ses premières déclarations, Émilie porte de nouvelles accusations. Au total, Loïc Séché l'aurait violé ou agressé sexuellement à 5 reprises entre février et novembre 2000. L'avocat de Loïc Séché demande alors qu'Émilie soit confrontée à son client. Dans un premier temps, obstacle médical, elle n'est pas en état 2, etc., etc., etc. Elle est en plus placée dans un établissement. C'est-à-dire qu'en fait, on constate une chose, c'est que depuis l'arrestation, la gamine, elle ne va pas mieux, elle va plus mal. Il a fallu la placer en établissement spécialisé, la retirer du collège, etc. Puis à un moment, elle va mieux, elle revient chez elle. À ce moment-là, le juge ordonne la confrontation et elle fait produire un certificat médical disant « je peux pas ». Enfin, c'est pas possible médicalement. Émilie ne sera donc jamais confrontée à celui qu'elle accuse. L'adolescente est examinée par plusieurs psychologues et psychiatres qui font tous le même constat. Le viol d'Émilie semble plausible. Il y avait des choses un petit peu classiques comme l'anorexie, l'aménorrhée, une tentative de suicide et une hospitalisation. Et ensuite, je dirais au cours de l'entretien, sur ses émotions, quand elle reparlait de ce qu'elle avait vécu, il y avait là, je dirais, matière à penser qu'effectivement, elle ne racontait pas
quelque chose de faux. Voilà, il n'y avait pas de fabulation dans ce qu'elle racontait. En mai 2001, 6 mois après les premières accusations, un nouvel élément fait son apparition. Les parents mettent la main sur le journal intime d'Émilie. Dans ce cahier, l'adolescente raconte son mal-être et mentionne un prénom, Loïc. Mes parents le connaissent, mais si j'en parlais, ils ne me croiraient pas, ou quelque chose comme ça. Et puis, 11 pages plus tard, et là où il n'y a plus aucun repère chronologique possible, mes parents m'en voudraient pour ce qui s'est passé avec Loïc. Le seul Loïc que la famille connaisse, c'est Loïc Séché. Pourtant, après 1 an de détention provisoire, Loïc Séché est libéré sous contrôle judiciaire. Émilie rédige alors une lettre pour contester cette libération. Une lettre sans effet. 1 mois et demi plus tard, elle se rend directement à Nantes, chez la juge d'instruction. Quand Loïc Séché est remis en liberté, dans les jours qui suivent sa remise en liberté, elle retourne à nouveau alourdir les accusations et raconter des choses qui n'ont jamais été dites. Elle va notamment évoquer des actes de sodomie dont elle n'a jamais parlé. Émilie n'aurait pas osé évoquer ces faits plus tôt à cause de leur caractère trop dégradant. À ce moment-là, son entourage, comme les gendarmes et le juge d'instruction, sont convaincus qu'Émilie a bien été violée. Et le coupable est désigné, Loïc Séché. Loïc Séché a beau contester les faits, ses dénégations sont interprétées comme autant de mensonges. En 2003, il est renvoyé devant la cour d'assises de Nantes pour viol sur mineur. C'est donc en septembre 2003 que Loïc Séché doit être jugé par la cour d'assises de Loire-Atlantique. Mais rebondissement, quelques jours seulement avant l'ouverture du procès, Émilie affirme avoir été agressée par un homme armé d'un cutter. Elle est retrouvée blessée au bord de ce chemin avec des coupures et elle dit « J'ai été agressée par un personnage qui est descendu de sa voiture pour me dire « Émilie, retire ta plainte contre Loïc, tu sais qu'il est incapable de faire ça, de ce dont tu l'accuses, et tu vas le regretter si tu continues comme si tu persistes dans tes accusations. » À l'approche du procès, Loïc Séché a peut-être fait pression sur la plaignante. Ça ne peut pas être Loïc Séché lui-même, qui il était en liberté à l'époque, sous contrôle judiciaire, mais à 700 km de là. Et là, tout a été vérifié. Mais alors, qui aurait pu commettre cette agression? Impossible à dire. Émilie est incapable d'identifier son agresseur. L'audience est donc reportée, le temps de tirer cette histoire au clair. 4 mois plus tard, l'enquête sur cette agression supposée n'a toujours pas abouti lorsque le procès de Loïc Séché débute enfin à Nantes. Durant les débats, Émilie semble particulièrement fragile. On sent la gamine complètement perturbée, qui a du mal à s'exprimer, qui est un peu théâtraliste aussi, qui quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, sort de la salle bruyamment, pleurant, enfin bon, qui incontestablement, si vous voulez, attire la compassion sur son mal-être, et ça c'est une réaction normale. Pendant le procès, toutes les précautions sont prises pour éviter le traumatisme de l'adolescente. Elle ne témoigne qu'à huis clos, et à aucun moment, Émilie n'est confrontée à celui qu'elle désigne comme étant son violeur. Le président de la cour d'assises a expulsé Loïc Séché de l'audience avant qu'Émilie ne vienne témoigner. Je ne sais pas si vous imaginez. On l'a viré comme s'il était étranger à son propre procès. Mais c'est scandaleux d'avoir fait ça. Malgré la tension palpable à l'audience, Loïc Séché aborde ce procès avec confiance et apparaît presque désinvolte. Il est à la fois inhibé et inconscient. Inhibé parce que c'est pas un type très extraverti, si vous voulez. Et que lui, si vous voulez, c'est pas un type qui a eu affaire à la justice, sauf peut-être une fois dans sa vie pour une conduite en état d'ivresse ou des choses comme ça, si vous voulez. Bon.
et qui est persuadé que, comme il est innocent, la justice va forcément reconnaître son innocence. Mais les rapports d'expertise accablent Loïc Séché. D'après 2 psychologues, ce serait un homme dangereux. Ils diagnostiquent chez lui une évolution quelque peu perverse, une structure de personnalité très égocentrique, assez manipulatrice, fortement immature avec manifestes aspects de pédophilie. Des conclusions extrapolées à partir d'un épisode raconté par Loïc Séché, les relations sexuelles qu'il a eues avec un garçon de 18 ans, puis avec la mère de ce jeune homme. C'est lui-même qui dit aux experts qu'il a eu cette relation homosexuelle avec un garçon. Et puis quand il a eu une relation sexuelle avec la mère du même garçon, il dit aux experts « Je considérais le garçon en question un peu comme mon fils ». Alors là, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit en disant cela ? C'était évidemment le signe d'une pédophilie et d'une perversité évidente. Certains experts font effectivement l'amalgame entre homosexualité et pédophilie. Des conclusions qui font bondir les avocats de Loïc Séché. Et c'est pas parce que vous êtes hétérosexuel que vous allez violer une gamine. Et c'est pas parce que vous avez des tendances homosexuelles que vous allez violer une gamine. Je vois pas le rapport. Et pourtant, c'est ça le corps de l'expertise psychiatrique. Une contre-expertise est ordonnée et les nouveaux psychologues sont beaucoup plus mesurés dans leurs conclusions. D'après eux, Loïc Séché a un problème d'identité sexuelle, mais il ne décèle chez lui aucune perversité. Manifestement, il n'a pas indiqué d'attrait particulier pour les jeunes enfants, puisqu'il a eu des relations avec, encore une fois, des personnes adultes et consentantes. Donc, je n'ai pas repéré de traits particuliers de pédophilie. Cette contre-expertise plus nuancée ne peut contrebalancer l'étiquette de pédophile attribuée par les premiers experts. Les rapports d'expertise pèsent lourd dans les débats, surtout dans un dossier où les preuves matérielles sont inexistantes. Au cours de son procès, l'accusé dément, mais à la fin des débats, Loïc Séché commet une maladresse. On lui donne la parole en dernier. On dit « Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense ?» Il dit « Pour moi, il ne s'est rien passé. » Et ce « pour moi », je crains que cette expression maladroite n'ait pesé très lourd. Le verdict tombe. Loïc Séché est condamné à 16 ans de prison pour viol, tentative de viol et agression sexuelle sur Émilie. Il fait appel de la décision. 4 mois plus tard, la cour d'assises d'appel de Rennes confirme la sentence. Loïc Séché est reconnu coupable et condamné à 16 ans de réclusion. En prison, l'homme continue de clamer son innocence. Des voix commencent à s'élever pour dénoncer une possible erreur judiciaire. Pendant que Loïc Séché purge sa longue peine à Nantes, des proches et des habitants du village, convaincus de son innocence, créent un comité de soutien. Le village de La Chapelle fait 750 habitants, je crois. Nous sommes peut-être, allez, on va dire, à la louche, 40, 50, à croire à l'innocence de Loïc. À ce moment-là, l'institution judiciaire n'a aucune raison de revenir sur cette condamnation. Mais à l'été 2007, alors que Loïc Séché est emprisonné depuis 5 ans, un bouleversement inattendu se produit. Émilie se confie à une assistante sociale. Elle revient sur ses accusations. Elle dit « j'ai menti concernant Loïc Séché ». Oui, c'est ça qu'elle dit à l'assistante sociale. Cette rétractation est-elle crédible ? Émilie, alors âgée de 21 ans, présente toujours de sérieux troubles psychologiques. Elle a tenté à plusieurs reprises de se suicider et enchaîne les séjours dans les établissements spécialisés. Peu de temps après, en pleine crise, elle lance un appel désespéré à son père.
Elle m'appelle au téléphone, j'entends l'eau qui est à côté d'elle. Je sais Émilie dans un état très difficile. Enfin bon, elle a fait pas mal de tentatives de suicide. Je la vois comme si j'étais à côté d'elle. Donc j'y vais. Et quand j'y vais, c'est là qu'elle me dit « Papa, j'ai menti ». Une soudaine rétractation qui plonge les parents d'Émilie en plein doute. C'est pas sûr parce que je suis très sensible. Nous sommes en droit de nous poser la question a-t-elle menti en 2000 ou ment-elle aujourd'hui, puisque de toute façon les deux versions sont contradictoires. Les mois passent, Émilie maintient cette nouvelle version quel que soit son interlocuteur. Devant la constance de leur fille, ses parents acceptent de la soutenir dans sa démarche de rétractation. Émilie fait de nouvelles déclarations. Il faut les assumer, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la difficulté de la situation. Il faut bien la prendre en compte et il faut être responsable. En présence de son avocate, Émilie rédige alors une lettre de rétractation envoyée au parquet général. Je déclare avoir accusé à tort Loïc Séché. Je n'ai pas été victime de viol ni d'agression sexuelle de sa part. Loïc Séché est innocent, je ne supporte plus de le voir en prison. Un courrier qui reste sans effet. La justice est peu encline à revenir sur sa décision. La parole de la victime qui change, ça n'est pas vraiment un fait nouveau. Car une victime, on l'entend, on l'écoute, on l'interroge, on est censé la pousser dans ses retranchements, vérifier son discours, et au terme des débats, ces discours étant vérifiés, la conviction de la justice est faite. C'est pas parce qu'elle change de version après le verdict que la justice doit tourner comme une girouette. Seul un élément nouveau qu'ignoraient les jurés des cours d'assises au moment du verdict peut permettre la réouverture du dossier Séché. En réalité, cet élément existe. C'est un autre mensonge d'Émilie. Son agression par un inconnu lui ordonnant de retirer sa plainte juste avant le premier procès n'a jamais eu lieu. Une affabulation que les gendarmes n'ont démasquée qu'en 2007. Et c'était une manipulation totale. Alors là, si cet élément-là avait été connu des seconds juges, probablement, il y aurait eu peut-être plus de crédit à ce que disaient les avocats de Loïc Séché sur les capacités manipulatoires d'Émilie. Sa rétractation devient alors beaucoup plus crédible. Si Émilie a menti sur cette agression, elle a très bien pu tromper tout le monde sur l'ensemble de ses accusations contre Loïc Séché. Une nouvelle instruction débute alors pour déterminer si Loïc Séché peut être rejugé. Mais la commission de révision s'interroge. Émilie a-t-elle subi des pressions de la part de l'entourage de Loïc Séché? Daniel Picard, qui est membre du comité de soutien, est alors soupçonné. On m'a même demandé si j'avais pas téléphoné à l'autre, je savais même pas où elle était. Et cette pauvre petite, je ne l'ai jamais revue. Je l'ai revue au procès, c'est tout. Je l'avais connue toute petite, je l'ai revue au procès, après je ne l'ai pas revue. Et puis, c'était pas mon but de toute manière. Mais on m'a soupçonné de beaucoup de choses. Manipulation, enfin, etc. On n'a pu rien prouver, bien évidemment. Enfin, j'ai quand même passé 1h30 dans le bureau de Mme Anzani. Et croyez-moi, ça n'avait rien de convivial. L'hypothèse d'éventuelle pression est écartée. Mais alors, comment expliquer la mention du prénom Loïc dans le journal intime d'Émilie? Cette mention-là a été écrite après l'arrestation de Loïc Séché. Et si ses parents peuvent lui en vouloir pour ce qui s'est passé avec Loïc, n'est-ce pas pour l'avoir dénoncé à tort? Ces différents éléments convainquent la commission de révision que des doutes existent sur la culpabilité de Loïc Séché. En avril 2010, la Cour de révision annule sa condamnation. Loïc Séché est libéré sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans les départements de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, d'Ille-et-Vilaine et de Vendée. J'ai passé 2650 jours de détention. Je veux que ma vie puisse se poser dans les meilleures conditions. Le sort s'étant acharné sur moi, je veux mettre ma liberté sous contrôle judiciaire, à préparer mon 3e procès, afin que la justice m'innocente. Car bien que libéré, Loïc Séché est toujours considéré comme coupable de viol.
Seul un nouveau procès peut l'acquitter, un procès exceptionnel qui va s'ouvrir en juin 2011 à Paris. Loïc Séché est jugé pour la 3e fois, pour les mêmes faits. Son entourage est convaincu de son innocence, mais de leur côté, les parents d'Émilie doutent toujours. Leur fille dit-elle la vérité? A-t-elle fait condamner à tort un innocent? Très vite, Émilie lève le doute. Émilie parle et prend la responsabilité de parler devant la cour, devant du public. Il y a des journalistes sur la mezzanine, il y a ses parents qui sont là. C'est la première fois qu'elle le dit dans des conditions aussi théâtrales. Et là, effectivement, il y a quand même un effet, il y a quand même un choc. Il y a une réaction. Elle dit quoi à ce moment-là? Que Loïc ne l'a pas touché. D'une phrase, les accusations de viol et d'agression sexuelle s'envolent. Dans le box, Loïc Séché entend enfin Émilie le disculper. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, un échange s'instaure dans une salle d'audience silencieuse. Le moment où Loïc Séché se retourne vers Émilie et lui souhaite une belle vie et lui dit qu'il lui pardonne, le moment où Émilie demande pardon, les yeux pleins de larmes et en regardant le bout de ses pieds à Loïc Séché, voilà, on entend les mouches voler, tout le monde est glacé d'émotion et on sent que les choses se recollent là. Reste alors à comprendre comment cette procédure a conduit un innocent en prison et pourquoi Émilie a menti. Probablement qu'elle avait besoin d'un regard constant sur elle. Et d'une façon un peu pathologique, on peut dire. Et cette histoire-là lui permettait d'être en permanence l'objet de toutes les attentions. Une autre hypothèse pourrait expliquer les accusations mensongères d'Émilie. Au collège, l'adolescente aurait vécu des expériences sexuelles traumatisantes. Il apparaît qu'il y a eu des jeux sexuels qui peuvent être des abus, mais dont elle dit toujours que c'était pas vraiment ça, enfin, elle est dans une ambiguïté totale. Ce dont on a la certitude, parce que là tous les témoignages concordent, c'est que assurément il y avait une découverte de la sexualité assez débridée. Mais tout ça n'explique pas comment une adolescente de 14 ans a pu mystifier l'institution judiciaire. Il semblerait qu'Émilie ait été très vite dépassée par les événements. On est dans une situation qui s'emballe, une machine qu'elle ne peut pas arrêter, et le sentiment qu'elle a qu'elle a tellement impliqué les adultes autour d'elle, sur le plan personnel, sur le plan relationnel. Elle a tellement vu ses parents pleurer, elle a vu l'implication financière que ça avait dans la famille. Pour faire marche arrière. Un emballement qui concerne tout le monde à l'époque. Les psychologues et les psychiatres sont même auditionnés pour comprendre pourquoi leurs expertises accablaient tant Loïc Séché et étaient si bienveillantes à l'égard d'Émilie. J'aurais peut-être dû interroger peut-être plus Émilie sur qui l'a agressé, etc. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas mon objet. On m'a jamais demandé de trouver la vérité. Je suis expert. D'un autre côté, il y a les juges qui sont là, la police, etc., qui sont là pour essayer de faire la vérité. Mais néanmoins, en tant que professionnel, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un sentiment de culpabilité, même si j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Les gendarmes aussi sont auditionnés pour savoir s'ils auraient mené une enquête à charge. À l'issue de 3 jours d'audience, la justice se prononce pour la 3e fois sur la culpabilité de Loïc Séché dans cette affaire. Vous savez que la cour d'assises, quand elle a rendu son verdict, ne l'a pas rendu comme on le rend de façon ordinaire. Le président a souligné que, à l'unanimité, vous m'entendez,
la cour d'assises avait décidé d'acquitter cet homme avec la certitude de son innocence, pas au bénéfice du doute. À sa sortie de l'audience, Loïc Séché n'exprime aucune rancœur à l'égard d'Émilie. Je pense que c'est surtout pour elle que ça va lui apporter une libération. Pourtant, Loïc Séché a vécu un calvaire au cours de ses 7 années en prison. Considéré comme un pédophile, il aurait, selon ses proches, subi de nombreux sévices en détention. Dans cette prison, c'est un très 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 mauvais moment parce que ces gens-là, on ne les aime pas. On les appelle des pointeurs parce que les autres, ils ne se posent pas de questions. Voilà un type qui est incarcéré. En attendant qu'il soit innocent, il est coupable et il a violé une enfant mineure. À partir de ce moment-là, vous êtes catalogué. C'est l'enfer. En compensation de ces 7 années passées pour rien en prison et du préjudice moral et financier qu'il a subi, Loïc Séché réclame à l'État une indemnisation. Sur le plan moral, monsieur, qu'est-ce que ça vaut, ces années de détention? Comment on fait pour le fixer? Je ne sais pas. On propose des chiffres parce qu'on a des grilles qui sont des grilles de lecture, la jurisprudence, mais enfin... c'est irréparable, un préjudice comme celui-là. Alors ensuite, il faut fixer des chiffres, on les fixe. Le Trésor public discute. Ah mais c'est incroyable. Après avoir reconnu ses torts, l'État a finalement versé près de 800 000 € à Loïc Séché. Depuis sa sortie de prison, il vivait avec les 417 € du RSA et l'aide de son entourage. Loïc Séché a aujourd'hui quitté la Loire-Atlantique pour le Finistère. Cette histoire, commencée en novembre 2000 sur des accusations mensongères, aura donc brisé 2 vies. Celle de Loïc Séché, qui a passé plus de 7 ans en détention, et celle d'Émilie, qui aujourd'hui encore est internée dans un établissement psychiatrique. Une innocence difficile à prouver. Accusé du meurtre d'une femme sur le pont de Neuilly en décembre 2001, Marc Machin, 19 ans, avoue rapidement être l'auteur du crime. Puis il se rétracte et clame son innocence. Mais le jeune homme a déjà été condamné pour agression sexuelle. Marc présentait à l'évidence un profil trop idéal pour être innocenté. La machine judiciaire est lancée. Le jeune homme est condamné. Mais coup de théâtre en 2008. Un SDF, David Sagno, se rend au commissariat pour s'accuser de ce même meurtre. 2 coupables pour un même crime. Après 7 ans passés en prison, Marc Machin est finalement libéré. Ça m'étonne moi-même d'avoir tenu le coup. J'aurais jamais pensé qu'un truc pareil aurait pu m'arriver. Je suis fier de moi, quoi. Par rapport à ça, de ne pas avoir baissé les bras ou m'être suicidé. Je pense que j'ai démontré que j'étais quelqu'un de courageux. Le parcours du combattant de Marc Machin s'est achevé avec son procès en révision et la reconnaissance de son innocence. C'est un rituel auquel Marie-Agnès ne déroge jamais. Chaque samedi à l'aube, elle se rend dans sa salle de sport dans le quartier de la Défense. Ce 1er décembre 2001, il fait encore nuit lorsque cette assistante de direction de 45 ans sort de chez elle. Elle emprunte toujours le même chemin, elle prend la passerelle, puis après elle s'engage sur le pont de Neuilly pour rejoindre la salle de sport de la Porte Maillot. Au milieu du pont, un vaste escalier rejoint un parc. Marie-Agnès descend les marches, elle n'a pas remarqué qu'un homme est en train de la suivre. Soudain, l'inconnu, armé d'un couteau, se jette sur elle. Il s'agrippe à son sac, il la précipite dans les escaliers, il y a une lutte, elle essaie de se défendre. Mais c'est déjà trop tard. Elle succombe sous les coups de son agresseur. Celui-ci prend la fuite en dérobant le sac de sa victime. Le corps sans vie de Marie-Agnès est retrouvé un peu plus tard dans la matinée, dans l'escalier. L'enquête est alors confiée aux policiers de la brigade criminelle. Une enquête qui s'annonce difficile, une enquête sans témoin ni arme du crime. On est sur un lieu public avec un très grand nombre de passages,
On est sur un pont, il n'y a aucun témoin. L'heure supposée du crime est tôt le matin. On est à un mois de l'année où il fait nuit à cette heure-là. Beaucoup de passages de véhicules. Et finalement, le risque que la chose soit passée inaperçue. Les enquêteurs mettent en place un barrage sur le pont de Neuilly le lendemain pour interroger tous ceux qui ont l'habitude de le traverser. Un premier suspect est repéré. Les enquêteurs ont recueilli un témoignage qui est évidemment important, qui est celui d'une infirmière qui se rendait à son travail le matin du 1er décembre, vers 7h, 7h30, et qui a été importunée par un individu qui lui a fait des propositions verbales à caractère sexuel. Cette infirmière a cependant des difficultés à se souvenir de l'apparence de celui qui l'a insulté. Elle parle d'un individu qui portait un blouson bombardier. Elle se souvient surtout de ce qu'il lui a dit. Un signalement qui reste flou, mais qui s'avère utile. Un policier d'un commissariat local, le commissariat de Suresnes, percute quand il lit ce signalement, puisqu'il se souvient avoir participé à l'arrestation d'un jeune homme qui a prononcé une phrase à peu près similaire et dont la description physique correspond. Les policiers identifient rapidement celui qui a l'habitude d'importuner les femmes en leur faisant des propositions obscènes dans le quartier de la Défense. Ce jeune homme, c'est Marc Machin. Il n'a que 19 ans, il mène une vie de marginal et il est déjà connu des services de police pour des agressions sexuelles. Il est un peu paumé, il passe beaucoup de temps dehors, il boit un peu trop, il fume du shit, enfin bon, il va pas très bien. Il est vraiment à ce moment-là très en danger, même pour lui-même. Une dizaine de jours après le meurtre de Marie-Agnès, les enquêteurs interpellent Marc Machin. Le 13 décembre 2001, il est placé en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Marc Machin est alors sous l'emprise de la drogue. Il a l'esprit embrouillé et a des difficultés à répondre aux questions des policiers. Il va essayer d'expliquer quel était son emploi du temps. Et le problème, c'est qu'encore une fois, il est bien incapable de dire où il est. Dans un premier temps, Marc Machin nie être le meurtrier. Mais finalement, après 40 heures de garde à vue, il finit par craquer. Le 14 décembre, à 22h, c'est la dernière audition, il va passer aux aveux. Alors des aveux assez flous, où il explique une nuit d'errance dans la nuit du 1er décembre, où il a pas mal bu, consommé du hashish, il a erré dans le bois de Boulogne. Marc Machin explique s'être réveillé ce matin du 1er décembre sur l'escalier à côté du corps d'une femme. Il aurait eu son couteau et les mains pleines de sang. Il aurait ensuite oublié tout le reste. Une version qu'il avance devant les policiers, puis devant le juge d'instruction. Pour les magistrats et les enquêteurs, tout laisse penser qu'il s'agit bien du tueur du pont de Neuilly. Mais à leur grande surprise, lors de sa deuxième audition devant le juge, Marc Machin se rétracte. À partir d'un autre interrogatoire qui remonte au 8 janvier 2002, il contestera toujours les faits. Il dit non, mais j'ai rien fait, on me l'a fait dire, j'ai pas tué cette dame, je sais pas qui c'est, etc. Marc Machin affirme avoir craqué sous la pression des policiers. Pour le jeune homme, il est trop tard. Il a avoué être l'auteur du crime, il est donc mis en examen et incarcéré. Mais alors qu'il est en prison, un nouveau meurtre va avoir lieu dans les mêmes circonstances. Du fond de sa cellule, Marc Machin clame son innocence. Il cherche par tous les moyens à prouver qu'il n'est pas le coupable du meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Et là, va jaillir dans son esprit quelque chose d'assez génial, c'est que, sachant qu'il n'est pas sur la scène de crime, il n'y a qu'une
affirmation à faire au juge, c'est de lui demander de vérifier toute trace ADN. Et Marc va dire, monsieur le juge, j'ai menti, je ne suis pas l'auteur de ce meurtre, et il vous suffira pour vous en convaincre de vérifier cet ADN. Près de 6 mois plus tard, les résultats sont formels. Aucune trace de l'ADN de Marc Machin n'est relevée sur le corps de la victime. En revanche, les expertises génétiques révèlent la présence d'un autre ADN masculin, inconnu celui-ci. Les avocats de Marc Machin vont alors demander un rapprochement avec le nouveau meurtre du pont de Neuilly. Le 22 mai 2002, c'est un élément de plus à décharge pour Marc. Sur ce pont de Neuilly, au même endroit, un deuxième meurtre est commis. À cette date, Marc Machin est en prison. Il ne peut donc pas être l'auteur de ce nouveau meurtre, celui de Marie-Judith Arrojo, qui présente pourtant d'étranges similitudes avec celui dont on accuse Marc Machin. Dans les deux cas, il s'agit de femmes de 40-45 ans, brunes, les cheveux courts. Les meurtres ont eu lieu au même endroit. Elles ont été tuées à l'arme blanche. Les deux crimes ont eu lieu au petit matin. Et les victimes sont mortes dans les mêmes escaliers à 6 mois d'intervalle. Malgré les similitudes entre les deux crimes, les enquêteurs se refusent à rapprocher cette affaire de celle de décembre 2001. La déclaration des enquêteurs de la brigade criminelle a été d'emblée de dire aucun rapport avec l'affaire du 1er décembre 2001, ce n'est pas le même mode opératoire. Parce que la première victime, Marie-Agnès Bedeau, a été tuée avec un couteau, parce que la seconde victime, Maria-Judith Arrojo, a été tuée avec un tesson de bouteille. Voilà, ils se disent que non, le rapprochement n'est pas si évident que ça. Le meurtre de cette seconde victime reste inexpliqué. Pendant ce temps, Marc Machin est toujours derrière les barreaux dans l'attente de son procès. C'est en septembre 2004 que le jeune homme est jugé devant les assises de Nanterre. Cela fait 3 ans qu'il est incarcéré, clamant sans relâche son innocence. Marc arrive donc dans un état de colère qui ne lui permettra pas de se contenir. Au cours des audiences, les jurés découvrent le parcours chaotique de ce jeune homme brisé. Il a été placé en foyer. Sa mère n'a pas eu l'autorisation de le voir. C'était vraiment des rapports extrêmement conflictuels au niveau de la cellule familiale. Et elle va mourir alors qu'il est très jeune. Il est placé dans une famille d'accueil au sein de laquelle il sera victime d'agressions sexuelles. À l'adolescence, Marc Machin va vivre chez son père qui a refait sa vie. Le jeune homme est à la dérive, échec scolaire, alcool, drogue. Il tombe progressivement dans la délinquance et commet des agressions sexuelles. Il y en a une qui a été commise en 2000 à Suresnes, et puis il y a une deuxième agression sexuelle qui a lieu en 2001, début 2001, d'une touriste à Paris. Pour sa première agression sexuelle, Marc Machin est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Pour la seconde, il écope de 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Son passé semble jouer contre lui, son attitude lors du procès aussi. Il est hors de contrôle et se montre très agressif. C'est perceptible par des attitudes, par des provocations, par une agressivité qui était parfois insupportable. Il montrait que dans ses réactions qui pouvaient être impulsifs, il montrait voilà, des éléments qui pouvaient aller clairement dans le sens de quelqu'un qui se retrouve face à une femme et qui a une pulsion et qui peut-être peut être amené à la tuer. À l'issue de ce premier procès, Marc Machin est reconnu coupable et condamné à 18 ans de réclusion criminelle. 1 an plus tard, à Versailles, lors de son procès en appel, la peine est confirmée et elle est même assortie d'une période de sûreté de 12 ans. La justice pense alors envoyer un coupable en prison. L'affaire est classée. Marc présentait à l'évidence un profil trop idéal pour être innocenté. Le jeune homme semble avoir perdu tout espoir. Pourtant, le dossier de Marc Machin va connaître un bouleversement incroyable.
Un rebondissement inattendu et rarissime dans une affaire criminelle. Dans la nuit du 3 au 4 mars 2008, un homme se présente au commissariat de la Défense. Il vient voir les policiers pour faire des révélations surprenantes. Lui va dire qu'il a entendu un sermon à la prison de Nanterre quelques semaines auparavant et qu'il a été frappé. Et ça l'a incité comme ça à se rendre. Il parle de sa volonté de rédemption. Il veut s'amender de ses crimes. Très calmement, devant les gardiens de la paix, l'homme s'accuse des meurtres de 2 femmes commis quelques années plus tôt dans les escaliers du pont de Neuilly. Les 2 meurtres existent, qu'ils ont bien été commis aux dates qu'il avance. Il donne le nom de Madame Doucet, qui est le nom de femme mariée, je crois, de Madame Bedeau. Et ça, ce sont des éléments qu'il ne peut pas connaître, puisque la presse ne les a pas donnés. Les enquêteurs sont stupéfaits. Ils s'intéressent alors de près à cet homme sorti de nulle part. Et ils découvrent qu'il est déjà connu des services de police. Son nom, David Sagnaud, un SDF de 33 ans. Il sort tout juste de prison. On apprend assez rapidement qu'il a un casier judiciaire assez lourd, qu'il a déjà été condamné à 7 reprises, ce qui n'est quand même pas rien. Je pense à au moins 2 ou 3 agressions sur des femmes. Une à Brest, il me semble, en 1996. Il doit y en avoir une en 2002, une agression également sur une femme, qui est quasiment une tentative de viol. Et puis, il y a également une agression sur une prostituée. Donc, on voit qu'effectivement, son casier judiciaire montrait qu'il avait une certaine propension à agresser les femmes. David Sagnaud a tout du coupable idéal. Un lourd passé judiciaire et des aveux circonstanciés. Problème, il y a déjà un homme en prison pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Les enquêteurs vont douter car Marc Machin a déjà été condamné pour le premier meurtre, donc ils en parlent à David Sagnaud qui va se braquer, se rétracter, il a l'impression qu'on ne le prend pas au sérieux. Cette dénonciation de David Sagnaud va pourtant bouleverser totalement le dossier Marie-Agnès Bedeau, un dossier clôturé depuis près de 3 ans. Et c'est inconcevable que tout d'un coup, quelqu'un d'autre surgisse dans cette affaire et puis qui s'est accusé de meurtre et que donc la brigade criminelle se soit trompée. La brigade criminelle, les jurés, juge d'instruction, tout le monde. Au commissariat de la Défense, c'est la consternation. L'homme raconte les crimes dans les moindres détails. Les enquêteurs vérifient ses dires, notamment auprès des proches de Marie-Agnès Bedeau. Il m'a été demandé, par exemple, quelle marque de cigarette elle fumait, quel type de boisson elle prenait pour aller à sa salle de gym, le type de vêtements qu'elle emportait. Les enquêteurs s'intéressent aux moindres détails des dépositions de David Sagnaud, jusqu'à rechercher un CD qui se trouvait dans le baladeur de la victime au moment du crime. Il a dit qu'à l'intérieur du sac, il y avait un Discman qui contenait un disque de Johnny Rivers. Et je vais leur demander de vérifier si dans la discothèque de la victime, on n'a pas retrouvé un étui, une jaquette de disque de Johnny Rivers qui pourrait coïncider avec les déclarations de David Sagnaud. 15 jours plus tard, les enquêteurs mettent la main sur la jaquette du CD de l'artiste chez Marie-Agnès. Elle est vide, David Sagnaud a donc dit la vérité. Par chance, les vêtements de la victime n'ont pas été détruits. Le procureur peut donc procéder à l'examen de ces scellés dans l'espoir de trouver de nouvelles traces. Comme David Sagnaud avait indiqué qu'il avait levé le coupe-vent de Madame Bedeau et qu'il avait baissé son collant pour la poignarder à plusieurs reprises, j'indique au médecin expert que si on a une chance de retrouver de l'ADN, elle est infime à mon sens, mais pourquoi ne pas l'essayer 6 ans et demi après quand même? Ça sera à ces 2 endroits, en haut du collant et en bas du coupe-vent. L'analyse des scellés est minutieuse. Au mois d'avril, elle va porter ses fruits. La preuve irréfutable que David Sagnaud était bien sur le lieu du crime. Cette preuve scientifique est déterminante
dans l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire dans le cadre de l'affaire Marie-Agnès Bedeau. Monsieur Courroy va me dire, voilà, nous avons mis en examen il y a quelques jours un homme qui s'accuse du meurtre d'une femme, Madame Arrojo, pour l'affaire pour lequel personne n'a été condamné, mais également pour les faits pour lesquels Marc est aujourd'hui en train d'exécuter sa peine. Et donc évidemment, ça nous pose un problème. À la lumière de ces éléments nouveaux, il apparaît peut-être que Marc Machin a été condamné pour un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Mis en examen et placé en détention provisoire, David Sagno attend désormais son procès. Marc Machin, lui, espère faire éclater la vérité au grand jour et rêve désormais d'être réhabilité par la justice. Pour Marc Machin, la dénonciation de David Sagno est le miracle qu'il n'espérait plus. L'ADN retrouvé sous l'ongle de Madame Bedeau a identifié David Sagno et qu'à l'évidence, il faut prendre une mesure rapide quant à la liberté de Marc. Et c'est à partir de ce moment-là que la Cour de révision qui a été saisie ordonne de libérer Marc Machin. Après 7 ans passés en prison, Marc Machin est donc libéré. Sa peine est suspendue, mais il reste officiellement condamné pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Ça m'étonne moi-même d'avoir tenu le coup. J'aurais jamais pensé qu'un truc pareil aurait pu m'arriver. Et donc, je suis fier de moi, quoi. Par rapport à ça, de ne pas avoir baissé les bras ou m'être suicidé. Je pense que j'ai démontré que j'étais quelqu'un de courageux. Marc Machin devient alors le symbole de l'erreur judiciaire. Mais sans suivi psychiatrique, affaibli par la prison, le jeune homme va céder à ses pulsions, à peine la liberté recouvrée. Ces démons, nécessairement, naturellement, vont ressurgir. Et puis il va commencer par suivre des filles dans la rue. Et puis il va commencer par filmer des filles dans la rue. Et puis à un moment donné, il y a 1 ou 2 pulsions qui vont jaillir. Et il va commettre à nouveau l'insupportable en agressant à plusieurs reprises des victimes dans la rue. En juin 2009, Marc Machin est mis en examen pour agression sexuelle avec violence et placé en détention provisoire. C'est le retour à la case prison. Pour ces violences, il risque 7 ans d'emprisonnement. Ironie du sort, Marc Machin va suivre depuis sa cellule la procédure de révision de son procès. Avril 2010, la Cour de cassation, la chambre criminelle, va décider effectivement, va considérer que les éléments recueillis dans le cadre de la procédure de révision sont tels que la condamnation prononcée par la Cour d'assises d'appel des Yvelines doit être cassée. Marc Machin a donc été condamné à tort pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Mais il n'est pas totalement sorti d'affaire. En mai 2010, il écope de 3 ans de prison pour agression sexuelle. Marc Machin est donc absent lors de l'ouverture du procès de David Sagno le 20 février 2012. Dès le début de l'audience devant les assises des Hauts-de-Seine, David Sagno surprend la cour par son attitude effacée. On était en présence d'un homme qui était parfaitement inerte, qui n'a rien laissé passer, qui était inerte déjà dans son comportement physique. Un comportement qui tranche avec son discours. David Sagno répond à toutes les questions sans sourciller. Il révèle une personnalité complexe et déroutante pour l'auditoire. On a découvert un accusé surprenant, tellement il est apparu intelligent, s'exprimant parfaitement, avec un vocabulaire choisi, riche, et sans jamais, je crois, se dérober. La première chose qui nous a frappé, c'est le contraste entre la précision de ses réponses, de son récit, de ses crimes, et l'extrême crudité, l'extrême froideur de ses propos. Difficile pour autant de déterminer l'état mental dans lequel David Sagno se trouvait au moment de ses crimes. Il explique qu'il devenait Dan Kanaka, un personnage imaginaire. Dan Tanaka, au fond,
c'est le personnage inverse du David Sagnaud tel qu'il se percevait. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire au pauvre air, timide, inhibé, complexé, que les femmes ne regardent même pas. On a un être froid, insensible, vengeur, et qui domine au lieu d'être dominé. Un personnage cruel, très éloigné de David Sagnaud, qui semble avoir toujours subi sa vie. Une vie difficile, il est sans domicile fixe, il n'a jamais travaillé. Le jour, David Sagnaud rôde dans la capitale. La nuit, il dort dans les parkings de la Défense. Une vie marquée également par une forte dépendance. De ratage en échec scolaire, en petit larcin, il va tomber dans la rue. Il va boire de l'alcool par fuite et comme un remède, en fait. David Sagnaud a commencé à boire à l'âge de 16 ans. Son enfance n'a pas été des plus faciles. Il est le 8e d'une fratrie de 9 enfants. Et il aura la particularité d'être né prématuré. Il va être rejeté et par son père et par sa mère. Son père est quelqu'un de très dur. Et s'agissant de David Sagnaud, il en viendra même un jour à lui faire manger de la nourriture pour chien. Une enfance traumatisante, puis l'alcoolisme, une vie d'errance associée à ces troubles psychiatriques. Finalement, la prison apparaîtrait presque comme l'ultime refuge pour lui qui se sait dangereux. Il sait qu'il est pris dans une logique de répétition et qu'il va recommencer. Donc il se met à l'abri. Mais il ne se met pas à l'abri pour épargner les victimes. Là aussi, il le dit clairement. Il dit « Je n'éprouve pas ce que je devrais éprouver, c'est-à-dire de la pitié ». Le parquet requiert la peine maximale, la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Les jurés sont un peu plus cléments. Ils condamnent David Sagnaud à 30 ans de réclusion criminelle pour les meurtres de Marie-Agnès Bedeau et Marie-Judith Arrojo. Après de multiples rebondissements, la vérité judiciaire est enfin rétablie. C'est un très grand soulagement, mais ça ne retirera pas toutes ces années qu'on a passées, ces 10 ans perdus, quelque part, très difficiles à vivre, aussi bien pour moi que les familles des victimes. Il va falloir que j'aille jusqu'au bout, en fait, je pense, pour matérialiser tout ça et continuer de me faire à l'idée que la vérité que j'ai eue pendant 7 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. La justice s'est trompée. Elle a condamné un homme pour des crimes qu'il n'a pas commis. De quoi faire réfléchir le parquet sur la difficulté de l'acte de juger. On ne peut pas considérer qu'une affaire elle est judiciairement couverte, que c'est terminé, que la vérité judiciaire elle est intangible, et qu'au contraire, à la lumière de nouveaux éléments, il faut être capable de reprendre l'enquête et de se dire peut-être que la justice s'est trompée. Je crois que c'est ce qui en fait son honneur et sa grandeur. La saga judiciaire a pris fin le 20 décembre 2012 devant la cour d'assises de Paris. Ce jour-là, Marc Machin est devenu la 8e personne en France à être acquitté à l'issue d'un procès en révision depuis 1945.